Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Amélie Osé, en charge des activités économiques non agricoles au siège à l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Et donc, je vais démarrer la séquence consacrée à la lutte contre les pollutions, qui constitue aussi un des trois axes de l'appel à projet plan de reprise, qui fait l'objet de cette matinée. Donc, juste après moi, on aura la chance d'avoir le témoignage de deux entreprises, avec Monsieur d'Erastil et Messieurs Chevaux et Devin de Sautremo du Mans. Donc, tout de suite, pour démarrer, une première diapo, on pourrait se dire pourquoi lutter contre les pollutions sur le bassin Loire-Bretagne. Eh bien, la réponse est sans doute sur cette carte qui représente l'état écologique de l'ensemble des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne. Et donc cette carte a été réalisée à l'occasion d'un travail d'état des lieux. C'est un peu une prise de température des cours d'eau que l'on réalise tous les 6 ans. C'est un travail qu'on doit faire pour répondre aux objectifs d'une directive européenne qui s'appelle la directive cadre sur l'eau. Et donc celle qu'on a réalisée en 2019 sur la base de données 2015 à 2017 nous montre que finalement, seuls 24% des cours d'eau ont aujourd'hui atteint le bon état ou le très bon état écologique. Ceci est pourtant l'objectif de la directive cadre sur l'eau, pourtant, est bien que l'on atteigne les 100% de bon état d'ici à 2027. Donc on voit, même si cette carte est macroscopique et en plus le bassin Loire-Bretagne est très étendu, on voit que les efforts à mener pour atteindre ce bon état des eaux en 2027 est inégalement réparti, notamment que certains secteurs ont la chance d'être plutôt préservés. On voit des secteurs, notamment sur l'amont du bassin, au niveau du Massif central, et sur la partie ouest de la Bretagne, avec les monts d'Arrée, où là, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis, naturellement, sur les secteurs à plus forte densité de population, donc plus fortes activités, plus forte intensité de l'agriculture, et on a des cours d'eau logiquement plus dégradés où les efforts à mener restent très importants. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail avec une autre carte et parler du sujet de cette séquence, de la pollution liées aux macropolluants. Alors, quand on parle de macropolluants, ça parle peut-être pas à tout le monde. Ça regroupe tout ce qui est pollution liée au rejet en carbone, en azote, en phosphore, en matière en suspension. Et donc, ce qu'on a là, c'est une carte qui représente les cours d'eau pour lesquels les rejets en macropolluants sont encore tels que l'on risque de ne pas attendre, en raison de ces rejets, le bon état en 2027. Alors, juste avant de revenir sur cette carte, un petit historique pour dire quand même que la lutte contre les rejets en macropolluants ne date pas d'hier. C'est un combat qui est engagé depuis des dizaines d'années et accompagné par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne depuis depuis qu'elle existe, j'allais dire. Et donc, ce qu'on voit, c'est que de gros efforts ont déjà été réalisés, notamment avec ce graphique très intéressant qui représente qui donne une idée du paramètre phosphore, de l'état de qualité du paramètre phosphore, donc entre 82 et 2017. Et on voit qu'en 82, à l'époque, seuls 5% des cours d'eau étaient au bon ou très bon état, l'objectif, je vous rappelle, de la DCE, là, et qu'en 2017, on avait déjà atteint 70%. Pourtant, des efforts restent à mener sur cette thématique, puisque en fait, il existe encore de nombreux rejets, que ce soit de collectivités ou d'acteurs économiques, pour ne parler que des rejets ponctuels en macropolluants, et donc et qui ont notamment un impact sur des secteurs plus sensibles. Quand on parle de secteurs sensibles, ça peut par exemple être des cours d'eau qui ont de très faibles débits en été, donc qui reçoivent une pollution trop importante pour pouvoir la diluer suffisamment si on veut, ou aussi des cours d'eau qui, par temps de pluie, reçoivent des pollutions via les déversoirs d'orage ou via les réseaux d'assainissement qui n'ont pas la capacité suffisante pour emmener toutes les pollutions à la station d'épuration, et donc qui se déversent aussi par temps de pluie sur ces cours d'eau. Donc pour toutes ces raisons, il reste encore à faire sur la pollution macropolluante. Mais quand on parle de lutte contre la pollution et plus précisément des acteurs économiques non agricoles,
à l'Agence de l'eau, la priorité des priorités pour notre 11e programme d'intervention, c'est la lutte contre les rejets en micropolluants. Alors, ces micropolluants regroupent tout un tas de substances d'origine organique ou minérale qui ont la particularité d'être toxiques à très faible concentration, contrairement à ce qu'on vient de voir avec les macropolluants. Et donc, ces molécules qui sont omniprésentes aujourd'hui dans notre vie quotidienne, finalement, se retrouvent assez logiquement à un moment donné dans les eaux usées et donc dans nos cours d'eau et viennent les polluer. Donc, on estime qu'il existe plus de 100 000 sûrement substances en micropolluants. Et donc, c'est un domaine où il est très difficile, à ce stade, on n'a pas de connaissances exhaustives et aussi de maîtriser ces rejets en micropolluants. Et donc, pour l'instant, la directive 4 sur l'eau nous demande de travailler sur 53 de ces substances et nous impose des objectifs de réduction, voire de suppression pour certaines de ces substances d'ici à 2027, en plus de l'atteinte donc du bon état aussi sur ces aspects. Donc, ce qu'on peut quand même dire sur les micropolluants aussi, c'est que depuis, on va dire, quasiment une vingtaine d'années maintenant, il a été réalisé à l'échelle nationale différentes campagnes de recherche de substances dangereuses dans l'eau, que ce soit au niveau des stations d'épuration des collectivités ou des industriels, qui ont permis d'identifier des rejets au niveau de certains sites ou de certaines communes. Et donc, on sait déjà, on a déjà des cibles, on a déjà un travail à mener, même si on ne maîtrise pas tout sur ces sujets, il y a déjà à faire pour réduire les émissions dans les rejets dans nos eaux usées de ces micropolluants. Et un dernier point, c'est que donc ce travail, ça consiste à la fois à travailler évidemment sur les stations d'épuration pour les rendre plus efficaces pour traiter ces micropolluants, mais surtout, j'allais dire, et c'est notre priorité à l'Agence de l'eau, notamment en ce qui concerne les acteurs économiques non agricoles, c'est travailler à la source pour plutôt essayer de substituer les molécules quand c'est possible, des produits qui seraient à l'origine de ces rejets en micropolluants, de modifier des procédés. Voilà, on en reparlera dans les modalités d'aide. Donc, fort de ce constat, on a construit donc un 11e programme d'intervention qui est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et sur le thème de la lutte contre les pollutions d'origine industrielle, j'allais dire, mais plus largement des acteurs économiques non agricoles. On a 2 objectifs principaux. Donc, le premier objectif consiste à maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants en privilégiant, c'est ce que je vous disais tout de suite, le traitement à la source, ces modifications sur le process pour éviter de voir arriver ces micropolluants dans les eaux usées et donc dans nos cours d'eau. Et l'objectif 2, c'est de résorber les derniers foyers de pollution classiques ou macropolluants en ciblant les masses d'eau dégradées, donc soumises à des pressions importantes, je vous disais tout à l'heure, par temps sec ou par temps de pluie, et celles faisant l'objet d'usages sensibles, et on en a avec le linéaire côtier qu'on a sur le bassin Loire-Bretagne, donc usages liés à la baignade, à la conchyliculture, à la pêche à pied. Donc, je vais terminer pour ma partie, avec les modalités d'aide associées. Donc, on a construit un 11e programme qui reflète un peu ces ordres de priorité, avec un taux d'aide maximum, comme vous voyez, sur ce qui est lié à la réduction à la source des micropolluants, donc un taux d'aide de 70%. Toutes les études qu'on aide en direction des acteurs économiques liés à la réduction des pollutions sont aidées aussi à 70%. Ensuite, on a un taux qu'on appelle taux prioritaire qui permet d'aider les acteurs économiques à hauteur de 50% sur le traitement, donc ce qui consiste à améliorer les stations d'épuration pour qu'elles traitent mieux les micropolluants. Aussi sur la partie traitement des pollutions macropolluantes d'acteurs identifiés comme prioritaires pour la reconquête du bon état des eaux. Et enfin, pour les travaux qui consistent à infiltrer les eaux pluviales à la source. Donc là, on parle de gestion intégrée des eaux pluviales. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent maintenant ces techniques qui consistent à, plutôt que de voir
entrer les eaux pluviales dans les réseaux d'assainissement, les réseaux qu'on appelle unitaires qui accueillent les eaux pluviales et les eaux usées, plutôt les infiltrer à la source là où elles tombent et ainsi limiter les débordements par temps de pluie des réseaux d'assainissement. Et enfin, on a un taux qu'on appelle d'accompagnement sur le traitement des macropolluants émis par des acteurs moins prioritaires pour le milieu et le traitement des eaux pluviales. Donc maintenant, revenons un peu à notre appel à projet. Donc, on a souhaité, via cet appel à projet, vraiment donner un coup de pouce dans ce contexte sanitaire aux entreprises qui avaient prévu des projets avant la crise, voire qui ont prévu des projets depuis, qui malgré tout mènent de nouveaux projets. Et donc, le conseil d'administration, les administrateurs ont décidé de majorer les taux d'aide de 10 points. Donc, l'ensemble des taux d'aide aux acteurs économiques non agricoles seront majorés grâce à cet appel à projet de 10 points sur la durée de l'appel à projet, donc qui s'étend à ce stade jusqu'à fin juin 2020. Et donc, particularité de cet appel à projet, c'est que, donc, je vous disais que la lutte contre les micropolluants et la réduction à la source, plus particulièrement des micropolluants, est une priorité pour l'Agence de l'eau. Et donc, à ce titre, les administrateurs ont décidé d'attribuer le taux maximal de 80% pour les porteurs de projets qui mèneront une action ambitieuse sur ce sujet. Et ce taux sera attribué à la fois sur cette action et sur l'ensemble des autres actions que pourra mener ce porteur de projet dans le cadre de l'appel à projet, c'est-à-dire par exemple l'infiltration des eaux pluviales à la source ou encore des économies d'eau, le sujet on le verra tout à l'heure. L'ensemble des actions bénéficieront de ce taux maximum. Alors, je précise tout de suite que tout cela se fera évidemment dans la limite de l'encadrement européen des aides d'État et que pour cela, on fera le maximum de notre côté pour utiliser les régimes d'aide les plus avantageux pour les bénéficiaires. Je précise entre parenthèses, pour ceux qui ont un peu plus de connaissances sur l'encadrement européen, qu'il y a en ce moment même qui est en vigueur un encadrement spécifique Covid-19, j'ai plus le terme, temporaire, voilà, on l'appelle régime cadre temporaire, qui permet justement d'atteindre ces taux maximum avec des modalités relativement souples. Enfin, et c'est pas négligeable, je précise également qu'on a choisi d'augmenter dans le cadre de cette crise sanitaire les coûts plafonds que l'on applique sur certaines typologies d'actions, ceci pour prendre en compte l'augmentation des coûts liés à la crise sanitaire, voire de supprimer certains coûts plafonds, et c'est le cas par exemple, pour vous donner un exemple sur la partie lutte contre la pollution, sur les réductions de pollution macropolluants liées aux acteurs qu'on a identifiés comme prioritaires, donc ils ne seront plus soumis à ces coûts plafonds. Je pense que j'ai tout dit sur la lutte contre les pollutions. Donc, je vais tout de suite passer la main, à distance, pardon. Oui, à Monsieur Pierrat, tout d'abord, d'Erastil, donc qui va nous présenter justement, qui va nous illustrer un peu cette thématique de la lutte contre la pollution et nous montrer comment son entreprise a réussi à développer une activité de recyclage de déchets métallifères, donc de mettre en œuvre une nouvelle activité, tout en réduisant ses consommations d'eau et en préservant des micropolluants le milieu récepteur. Voilà, donc je suis Alain Pierrat, je suis ingénieur environnement pour la division alliage d'Eramet et je vais vous présenter un retour d'expérience sur notre usine à Erastil à Commentry, à la fois sur des économies d'eau et sur le traitement des effluents avant rejet au milieu naturel. Donc déjà, en quelques mots, Erastil, qu'est-ce que c'est? C'est une usine qui a 190 ans. C'est une usine, c'est une aciérie, donc production d'acier rapide. C'est une famille d'aciers spéciaux. C'est à peu près 300 personnes. C'est une usine qui est intégrée donc dans un groupe minier métallurgique français, le groupe Eramet. Et c'est aussi une usine qui, ces dernières années, est concurrencée sur ses marchés historiques et qui a cherché à lancer de nouvelles activités basées sur son savoir-faire d'aciériste. Et donc, on a lancé un projet de recyclage des métaux contenus dans des piles et des catalyseurs pétroliers. Donc, voilà,
des catalyseurs, des batteries, des oxydes et hydroxydes métalliques. Tout ça, on peut le voir de différentes façons. Les catalyseurs pour les pétroliers, les métaux contenus, ce sont justement des éléments catalytiques. Pour nous, aciéristes, ces mêmes métaux, ce sont des éléments d'alliage nécessaires aux caractéristiques de nos aciers spéciaux. Par contre, vu de l'environnement, ce sont des micropolluants. Et donc, ces nouvelles activités, ça a été vraiment une révolution pour notre usine, une révolution industrielle, parce que, vous voyez un peu sur ce plan, toutes les petites bulles colorées, c'est des choses nouvelles ou modifiées dans le cadre de ce projet. Et puis, ça a été une révolution réglementaire, puisque l'usine a basculé d'une situation ICPE soumise à autorisation à usine Seveso 3 seuil haut pour le stockage et le recyclage de déchets dangereux pour l'environnement aquatique. Et donc, avant 2016, on consommait à peu près 180 000 mètres cubes d'eau par an, auxquels se rajoutaient environ 120 000 mètres cubes d'eau pluviale. Et avec les nouvelles activités, enfin, les déchets, vous connaissez tous, c'est rarement propre, c'est rarement bien conditionné. Donc, il nous fallait traiter tout ça avant rejet au milieu naturel. Avant de traiter, on a essayé de réduire nos consommations pour éviter chaque mètre cube non consommé n'a pas besoin d'être traité. Donc, notre premier travail, ça a été de regarder comment on pouvait faire des économies d'eau, et on a fait des économies d'eau en valorisant des eaux pluviales. Je vais vous présenter cette vidéo qui date de 2015 et qui présente nos réalisations en économie d'eau. Et sur cette vidéo, regardez bien la couleur de l'eau. Hein, c'est les eaux dont on va reparler après et que vous reverrez en fin de ma présentation. Les eaux qu'on appelle eau industrielle dans l'usine, c'est essentiellement des eaux de refroidissement. Donc pour refroidir différents outils, que ce soit l'acierie, que ce soit la presse, les laminoirs, tout ça, ça produit de la chaleur et on a besoin de le refroidir par un circuit de refroidissement. Et dans l'usine, il y a une particularité, on a une boucle d'eau recyclée ou boucle d'eau industrielle avec un château d'eau qui délivre l'eau froide sur les outils, 2 bassins de relevage dans lesquels on récupère et on remonte l'eau qui a traversé les outils et qui s'est réchauffée, et on arrive sur des grands bassins qui sont derrière moi, et de là on refroidit les eaux par des tours aéro-réfrigérantes et on remonte au château d'eau pour repartir sur les outils. Cette boucle, on l'alimente via 2 réseaux externes, un réseau d'eau potable et un réseau dit d'eau brute. C'est de l'eau d'un barrage sur la commune. 3e apport, c'est les pluies. Et jusqu'à présent, comme on gérait les bassins à niveau plein, à niveau de débordement, toute l'eau qu'on pompait pendant la pluie, on la rejetait en direct. L'idée, on récupère des eaux de pluie et on ne les utilise pas, elle existait dans l'usine. Par contre, personne n'était capable de quantifier cet apport par les eaux de pluie et si finalement c'était significatif ou pas significatif. Donc on en était resté à l'idée. Pour justement être capable de quantifier ce volume d'eau annuel qu'on pouvait imaginer récupérer, on a une usine voisine à Dicéo, qui est à 1 km d'ici, et qui dispose d'une station météo. J'ai demandé à mon homologue d'Adicéo s'il pouvait nous transmettre leurs données météo. Donc c'est des enregistrements quart d'heure par quart d'heure pendant 3 ans. Mais c'est ça qui m'a permis de modéliser les différents endroits de l'usine où il y a de l'eau qui tombe, sur quelle station de pompage ça arrive, pour dire, d'après ce que j'ai modélisé, on peut imaginer de récupérer tant de dizaines de milliers de mètres cubes d'eau par an. Ça vaut le coup de regarder comment on arriverait
à gérer du creux dans les bassins de façon à avoir une capacité d'accumulation d'eau de pluie. Avec Alain, on a de multiples échanges sur ces sujets-là et d'autres. Il est venu nous voir en disant si on récupérait et on arrivait à avoir une gestion de l'eau, ça nous permettrait dans ces phases-là de pouvoir éviter de faire un apport d'eau externe. Donc nous, on a une grande connaissance du réseau, de sa constitution, de ses différents débits, volumes. Nous, on a regardé comment on configurait notre réseau pour répondre à sa demande, c'est-à-dire quel était le meilleur endroit pour collecter, quel était le meilleur endroit pour pouvoir réguler. De façon à baisser notre bassin au bon niveau pour que quand il se mettait à pleuvoir, qu'on puisse récupérer le maximum d'eau et de façon à éviter les apports externes. L'outil qui est à côté de nous, c'est un four de maintien derrière une chauffeuse à induction. Jusqu'à 2014, jusqu'au mois de juillet 2014, le refroidissement de ce four était sur l'eau brute de barrage. Nous occasionnait quand même une consommation assez importante. Bon, il a fallu refaire une partie de la tuyauterie qui est sous ces caniveaux, parce que l'eau industrielle n'y arrivait pas. Alors maintenant, on l'a passé sur de l'eau industrielle, qui est sur notre circuit fermé. Il n'y a que le secours en eau brute. On a gardé le secours en eau brute. Parti sur un petit test très court, d'une pour être sûr de pouvoir revenir en arrière s'il y avait des soucis, vu que ça fonctionnait, qu'on n'avait pas de problème de refroidissement, qu'au niveau production, ça ne nuisait pas à la production, qu'on n'avait pas d'encrassement supplémentaire, ce refroidissement des rouleaux, du four de maintien. Et on est parti sur une période plus longue. Au final, l'usine n'a pas moins consommé d'eau. Les outils à refroidir n'ont pas moins consommé d'eau. Par contre, c'est l'origine de cette eau qui a changé. Au lieu de la prendre sur les réseaux externes, eau potable ou eau brute, ça a été fourni gratuitement par les nuages. Au niveau financier, les 60 000 m3 d'eau qu'on n'a pas prélevé sur les réseaux de la ville, ça fait 40 000 € d'économie sur l'année 2014. Pour donner une comparaison, 60 000 m3, c'est de quoi remplir 25 piscines olympiques. C'est également la consommation annuelle de 1150 adultes en France. Des points importants de ce projet, mais comme de souvent tout projet, et j'y tiens en tant que responsable de service, c'est le travail d'équipe. Et on voit que quand on travaille en équipe, avec des objectifs mobilisants pour tout le monde, ça permet d'avoir des très bons résultats. Donc on a en effet de très bons travail d'équipe entre le service maintenance et le service environnement. C'est lié à la qualité des hommes, mais c'est lié aussi à l'objectif commun que tout le monde s'assigne. C'était une idée qui existait déjà, et puis là, avec Bernard et puis l'appui de Gilles, ça a permis d'aboutir et de faire le dernier pas en date sur les économies d'eau. Depuis 92, on était sur des volumes d'à peu près 800 000 m3 d'eau d'appoint sur l'ensemble de notre circuit. Maintenant, on réussit à descendre à autour de 100-110 000 m3. C'est divisé par à peu près 7 ou 8. Ce qui est très important. Depuis 5 ans, on stagnait à peu près à 180 000 m3 par an. On a fait une nouvelle étape. On a quelques idées pour la suite. Voilà, donc cette vidéo c'est 2015 et effectivement j'y présentais que avant de mettre en place le recyclage des eaux pluviales, on consommait à peu près 180 000 m3 par an et c'était stable, vous le voyez là sur les 4 ans de 2010 à 2013. En 2014, on a commencé à valoriser des eaux pluviales. En 2015, en 2016, on s'est amélioré dans cette gestion. En 2017, c'est une année en anomalie parce que ça a été l'année de tous les démarrages industriels des nouvelles activités et c'est vrai que ça nous a bien occupé et on a eu cette dérive sur la valorisation des eaux pluviales. Et par contre, 2018-2019, on a continué les optimisations, puis on est à peu près a priori stabilisé maintenant, donc à 70 000 m3 par an au lieu de 180 000. Et donc, c'est 110 000 m3 par an qui sont non consommés par l'usine grâce à la valorisation des eaux pluviales. Et après, avec ces nouvelles activités, il a fallu traiter toutes les eaux de l'usine, les eaux industrielles, les eaux sanitaires, les eaux pluviales, avant rejet au milieu naturel. Et donc ça, c'est un projet environnemental qui a été subventionné par l'Agence de l'eau à hauteur de 40%. C'est un projet à 2 millions et donc dont 800 000 € financés par l'Agence de l'eau.
Donc Erastyle avant 2016, c'était 5 points de rejet au milieu naturel. C'était des traitements simples uniquement par décantation et par des huilages. Et puis on n'avait aucune régulation du débit rejeté au milieu naturel. Après les travaux financés à 40% par l'agence de l'eau, on a collecté toutes les eaux de l'usine vers un bassin, on a à peu près 9000 m3. Derrière ce bassin, une station d'épuration, c'est une physico-chimique à double étage, un étage acide, un étage basique. Et puis ça nous permet de réguler le débit en pluvial jusqu'à la pluie centenale, et ça nous permet d'avoir un seul rejet pour l'ensemble de l'usine et toutes les eaux de l'usine, et traiter avant rejet au milieu naturel. Très rapidement, quelques photos du chantier. Là, c'est la prairie à l'aval de l'usine dans laquelle on a implanté ces installations. Donc ici, en mars 2016, le bassin d'orage en cours de creusement. Et ici, en juillet 2016, le même bassin fini avec sa membrane, et derrière le nouveau bâtiment de la station d'épuration. Et puis ici, une vue aérienne en novembre 2016. Vous voyez le bassin ici, les deux arrivées des collecteurs nord et sud de l'usine qui rapportent toutes les eaux dans ce bassin, et puis la station d'épuration. Et puis, juste ici, vous avez une petite marque qui reçoit le rejet en sortie de la station d'épuration. Cette marque, je vais vous la remontrer. Pour notre usine, ça a été un projet environnemental majeur, mais qui était aussi la conséquence d'un projet industriel majeur, le recyclage de ces métaux contenus dans des déchets. Là, vous voyez un des principaux outils nouveaux de notre usine, c'est un four de fusion. C'est donc là avec l'acier en fusion qu'on vient d'obtenir. Ça, c'est la première coulée, le 5 février 2017. Et vous voyez nos aciéristes un peu en tenue de cosmonaute, mais à côté de l'acier à 1500 degrés, il faut. Et puis, c'est un projet environnemental qui porte ses fruits dans l'usine. Notre usine, maintenant, elle est Seveso 3 seuils eau pour le stockage de composés métallifères dangereux pour l'environnement aquatique. Donc, c'est pour ça qu'on traite toutes nos eaux. Une synthèse de l'activité de 2019, on a rejeté au milieu naturel pas tout à fait 110 000 m3. Dans ces 110 000 m3, il restait 195 kilos de métaux, mais ces 195 kilos de métaux, c'est seulement 4,5% des 4342 kilos qui sont autorisés par notre arrêté préfectoral. Et c'est un arrêté préfectoral qui est déjà basé sur les critères directive 4 sur l'eau, donc bonne qualité des milieux récepteurs. Et en 2019, tout paramètre confondu, on a eu un taux de conformité des rejets de cette station quasi parfait, 99,2 sur 720 mesures. Il y a un suivi très important. Et c'est un projet environnemental qui a des effets, qui porte ses fruits également dans la masse d'eau réceptrice. Alors ça, c'est un graphique pour lequel dont vous n'êtes peut-être pas familier. C'est une mesure d'IBG, donc indice biologique global. C'est une mesure de la biodiversité des macro-invertébrés aquatiques. Donc là, ces petites bêtes que vous voyez photographiées ici. Et on fait une mesure en amont et en aval du rejet de l'usine pour voir si notre rejet a justement un impact sur cette biodiversité aquatique. Et dans ce graphique, les points qui sont dans cette zone en verte, ça manifeste que la diversité en macro-invertébrés est améliorée, est meilleure à l'aval du rejet qu'à l'amont. À l'inverse, si les points sont en zone rouge, c'est une diversité qui a été dégradée à l'aval du rejet.
Et si on est sur la ligne de partage, eh ben, c'est une absence d'impact des rejets de l'usine. Et donc, depuis le démarrage de cette station d'épuration, Erastil surveille la qualité à la fois chimique et microbiologique dans le Bagny, la rivière qui reçoit les rejets d'Erastil. Et tous nos points là sont très proches de la ligne de partage, et la courbe de tendance, vous voyez, elle est vraiment sur la ligne. Donc, ça montre que nos rejets respectent, ne dégradent pas la qualité de ce milieu récepteur. Et puis, dans la vidéo précédente, vous avez vu la couleur des eaux avant le traitement. Et là, je vous montre une nouvelle vidéo avec les eaux qui sortent de la station d'épuration. Donc, c'est le bâtiment marron que vous verrez à la fin de la vidéo. Et puis, je vais laisser les grenouilles vous dire ce qu'elles pensent de cette eau. Voilà, c'est ce qu'on peut obtenir. Vous avez vu les eaux avant traitement. Là, vous avez le bâtiment de la station d'épuration et vous voyez l'eau après traitement où on peut, grâce à cet investissement, obtenir une bonne qualité et faire que notre usine, Seveso, dangereux pour l'environnement aquatique, et manifestement, que ce soit en IBG ou que ce soit en regardant le nombre de grenouilles, ne pose pas de problème. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous laisse continuer avec la suite de cette webconférence. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Monsieur Chauveau, le responsable sécurité et environnement de l'usine Sotremo au Mans, et je suis accompagné de Monsieur Devin, qui est le directeur du site de Sotremo. Et ce matin, nous allons vous présenter un petit peu le projet sur lequel on a été accompagné par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur notre site, qui consistait à la mise en place d'une nanofiltration sur la fin de notre procédé de traitement. Donc, on va vous présenter un petit peu le Sotremo, les enjeux du projet, les descriptions un petit peu du projet, à quoi consistait, comment s'est fait l'aide de l'Agence de l'eau, et puis le bilan et les perspectives. Donc le site de Sotremo, donc on est un site donc de traitement des déchets. On est sur à peu près 1 hectare, et donc la partie qui concerne le projet, c'est cette partie là. Donc c'est un conteneur dans lequel nous avons notre installation de nanofiltration sur la partie finale du traitement, à côté des bassins biologiques. Donc, Sotremo, on est une filiale du groupe Sarp Industrie qui appartient à Veolia. Et notre activité, c'est le traitement des déchets industriels dangereux. Donc, c'est des eaux souillées, des eaux chargées en matière organique, en métaux, des eaux qui viennent des séparateurs hydrocarbures, qui ne peuvent pas être rejetées directement, soit en station d'épuration ou dans le milieu naturel, et qui arrivent dans notre centre. Donc, c'est des déchets qui arrivent des industriels du Pays de Loire, de la Bretagne et de tous les départements limitrophes à la Sarthe. Donc, nous sommes installés dans la zone industrielle sud du Mans. Nous sommes à peu près 30 salariés sur le site pour un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. On traite 55 000 tonnes de déchets par an et on a une autorisation pour traiter 61 000 tonnes. Donc, on est une installation classée pour la protection de l'environnement.
soumises à autorisation. Et le site a une certification environnementale ISO 14001. Donc l'enjeu du projet, c'est donc on a un effluent issu du traitement qui est rejeté dans une station d'épuration collective et qui était chargé en DCO dur et en métaux, et notamment le nickel. Donc on avait un rejet par an d'environ 30 kilos de nickel par an, qui représentait 50% du rejet de la station d'épuration de la collectivité. Et on faisait partie des acteurs majeurs de rejet de nickel dans la Sarthe et puis après dans la Loire. Et un des enjeux aussi, la station d'épuration avec une action sur la charge azotée de notre rejet et peu d'action sur les métaux. Donc, on a aussi la Sarthe, un petit peu comme est concernée au même titre que tous les cours d'eau dans les Pays de Loire, avec un état écologique qui est moyen. Et donc, ce projet aussi, c'était une façon aussi d'anticiper des exigences réglementaires, avec des échéances sur les micropolluants. Donc, c'était les échéances à janvier 2020. Et puis aussi sur l'application des meilleures techniques disponibles sur le traitement des déchets, avec des échéances août 2022. Donc notre traitement des déchets consiste il y a plusieurs étapes. Donc une première étape, on a là, une partie de séparation de différentes phases des déchets, avec une récupération des boues, récupération des surnageants qui peuvent se déposer dans des déchets. Et nous avons deux pré-traitements des déchets. Un traitement à froid, physico-chimique, par ajout de réactifs, où on arrive à traiter une partie des polluants. Et puis un traitement à chaud par évaporation, et qui rejoint ensuite aussi le traitement final, où on a un traitement final qui est un traitement d'un bassin biologique par des bactéries qui qui finit par traiter la quantité de dégradée, la matière organique encore présente. Et jusqu'alors, on avait sur le procédé précédent une ultrafiltration organique en sortie des bassins avant le rejet vers la station. Et cette installation d'ultrafiltration a été remplacée par la mise en série d'une ultrafiltration céramique et une nanofiltration. Donc cette nouvelle installation permet de retenir des formes bivalentes des métaux sous forme ionique ou complexée, comme le nickel et le zinc, et des molécules organiques de grosse taille. Donc, notre installation a été conçue par une entité du groupe Sarp Industrie, GRS Valtech. Donc, l'installation nous a été livrée complète dans un conteneur. Et donc, on a eu à faire les raccordements. Donc, c'est un projet qui avait démarré, on a initié le projet en 2016. On a déposé le document technique à l'Agence de l'eau en mars 2017, validé, la convention a été signée en août 2017. L'installation nous a été livrée en début d'été 2018 et sa mise en service complète s'est faite en novembre 2018. Donc là, on voit l'intérieur du conteneur, donc avec les deux filtres d'ultrafiltration céramique. Donc, c'est des filtres qui sont nécessaires pour protéger les filtres de nanofiltration qui sont en aval de ces filtres. Donc, nous avons 5 étages de nanofiltration et on aperçoit donc à côté, c'est donc à l'intérieur de ces étages, nous avons des modules d'ultrafiltration qui sont introduits dans ces étages. Donc, c'est un process qui fonctionne en automatisme. Donc, là, on retrouve sur cette vue d'écran les différents étages. Il y en a 5.
Donc, on a des pompes de recirculation sur chaque étage et on a la partie, on sort le filtrat, hein, une fois qu'il est passé à travers le filtre. Et on a la partie, on a une sortie de concentrat et on arrive à avoir des rendements entre l'élément rentré et puis le filtrat qui sort. On a des rendements autour de 95%. Donc, on récupère 95% de l'entrée, hein, de filtrat. Donc, ça correspond à notre sortie aujourd'hui de rejet. Et les concentrats, eux, sont retraités en interne. Donc, l'aide de l'agence de l'eau, donc on avait le projet, donc on avait un montant prévisionnel de 860 000 euros. Le taux d'aide de l'agence de l'eau correspond à peu près correspondait à 40%, donc pour un montant d'un peu plus de 263 000 euros. Le coût réel du projet était supérieur à 1 million parce qu'on a eu des modifications à apporter un petit peu sur l'installation. Donc, le bilan de cette installation, donc, elle nous a permis de réduire de 75% la demande en charge organique. Donc, elle était de 36 tonnes en 2017 et d'environ 9 tonnes en 2019. Alors, cette installation a permis aussi de réduire de 90% l'ensemble des métaux. Donc, on était sur la somme totale des métaux à plus de 300 kilos en 2018 et on était à moins de 31 kilos en 2019. Donc, ce qui était aussi significatif, c'est sur le nickel où on était à plus de 30 kilos en 2016 et en 2019, on n'était qu'à 6 kilos. Et c'est quelque chose, cette année, on sera autour de 4 kilos. Donc, on a aussi, cette installation nous a permis aussi d'améliorer notre traitement sur l'azote global par séquençage. Et l'objectif était d'être inférieur à 50 kg par jour. Aujourd'hui, on est à peu près à 17. Donc, cette performance, aujourd'hui, la difficulté que l'on a, c'est de mesurer l'absence de ces macropolluants ou micropolluants. Et donc, on contrôle notre rejet quotidiennement, donc par autosurveillance, hein, par notre laboratoire. Et on fait des analyses aussi mensuelles sur un laboratoire extérieur. Donc, cette installation répond aux objectifs et permet de répondre aux exigences réglementaires actuelles. Hein. On a un nouvel arrêté préfectoral depuis fin mai 2020 et qui prend en compte ces nouvelles exigences. Et ça permet aussi de répondre aux exigences futures, hein, par rapport, on est concerné par les brefs déchets qui sont l'application des meilleures techniques disponibles pour le traitement des déchets et où on a des nouvelles exigences aux échéances de août 2022. Donc, on a pour projet de réaliser une étude d'impact du rejet sur le milieu naturel pour mesurer vraiment précisément la qualité de la Sarthe au niveau du rejet de la station et puis l'impact de notre rejet sur le milieu naturel. L'installation de Sautremo sert de référence au niveau du groupe SAP Industrie. Hein, on était site pilote et c'était une installation qui est vouée à être déployée sur d'autres sites du groupe. Donc, je vous remercie de votre attention, puis je remercie l'agence de l'eau et tout particulièrement Madame Le qui nous a accompagnés là sur ce projet. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Chevaux, pour cette présentation. Donc, on va prendre juste 5 minutes pour répondre à quelques questions qui sont posées sur le chat. Alors déjà, je vais vous répondre à quelques questions et je vais poser des questions aux deux intervenants ensuite.
Tout d'abord, il y avait une question sur ce que sont les coûts plafonds. En fait, les coûts plafonds, c'est comment dire, on calcule nous avec des coûts types, si vous voulez, le coût théorique des projets. Et c'est des coûts maximum sur lesquels on applique nos taux d'aide. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc, si par exemple, on a un projet de 2 000 euros et que notre coût plafond, c'est 1 000 euros, eh ben, on va retenir 1 000 euros pour appliquer notre taux de subvention. Voilà pour la question des coûts plafonds. Ensuite, il y a un certain nombre de documents qui sont déjà en ligne sur notre site internet, mais qu'on vous redonnera ensuite sur les données de l'état des lieux, les listes des priorités, que ce soit les stations d'épuration collective ou industrielles. Il y avait des questions sur est-ce que les activités agricoles sont éligibles à cet appel à projet? Non, c'est un appel à projet destiné aux acteurs économiques non agricoles et on a bien un dispositif d'aide aux acteurs agricoles. Vous pouvez prendre contact avec nos collègues qui vous donneront un peu les modalités. Et je vais juste donc poser une question qui est un peu similaire pour les deux intervenants. D'abord pour Monsieur Pierrat, on demandait sur le chat est-ce que les eaux usées, donc je comprends les eaux usées traitées sont réutilisées pour les besoins en eau, hein. Là, je pense que oui, mais je vous laisse prendre la main et répondre. Alors, Monsieur Pierrat est peut-être absent, donc il ne va pas répondre, mais dans ce cas-là, on lui posera la question, on la mettra sur le question-réponse qu'on publiera suite à la conférence. Donc, je vais tout de suite réentrer en contact avec Monsieur Chevaux. Là, c'était est-ce que les filtrats sont-ils recyclés, les filtrats, a priori la nanofiltration. Là, je dirais non, mais je vous laisse répondre. Oui, donc les filtrats, en fait, on utilisait déjà nos eaux traitées avant la mise en place de la nanofiltration. Et c'est le cas encore aujourd'hui, hein. Avant, en 2008, on utilisait sur le site 20 000 mètres cubes d'eau potable pour les besoins du process, à la fois pour le nettoyage des cuves, pour remplissage de cuves, du process, le refroidissement. Et aujourd'hui, par la réutilisation du filtrat traité, on utilise uniquement à peu près une centaine de mètres cubes par mois, donc qui correspond, on est à peu près à 1200 mètres cubes d'eau par an, donc qui est vraiment négligeable par rapport à notre activité. Donc, on a aussi une grosse économie d'eau sur votre projet. Oui. Bon, alors, donc, on va s'arrêter là pour la prise des questions en ligne, tout simplement parce qu'il faut qu'on passe à la séquence numéro 2. Je vais tout de suite laisser la parole à ma collègue qui va vous parler d'économie d'eau.